Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce premier numéro des directs du jeudi de l'année 2016. Pour ce premier numéro, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le ministre ivoirien de la fonction publique et de la réforme administrative, Ibrahim Bakongo Cissé. Avec lui, nous parlerons de réforme et de modernisation de l'administration. Monsieur le ministre, bonjour, merci de nous avoir reçus. Bonjour. Alors, tout de suite, la première question. Le premier mandat du président Alassane Ouattara a mis la réforme et la modernisation au cœur de ses priorités. Quelle est en ce moment, en quelques mots, la situation aujourd'hui? La situation aujourd'hui à la fonction publique de façon particulière, parce que j'aurais pu parler de l'administration en général, mais à la fonction publique de façon particulière, la situation, ce que l'œil vigilant de votre caméra peut donner à voir, c'est que notre administration se modernise au plan physique, se modernise au plan des procédures, se modernise au plan des comportements. Au plan physique, vous le voyez bien, les bâtiments qui abritent le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative ont été rénovés, totalement rénovés. C'est ce que nous avons appelé la réhabilitation physique. Mais au-delà donc de cette rénovation, de cette réhabilitation physique, la fonction publique a été, les fonctionnaires, les agents de l'État ont été réhabilités aussi moralement. Vous avez pu le constater en montant, des fonctionnaires qui sont fiers d'être des fonctionnaires et qui ont envie de jeter à la face de tout le monde qu'ils sont fonctionnaires, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc cela est dû au fait que leurs conditions de vie et de travail ont été radicalement changées, modernisées. Mais nous poursuivons dans cette tâche de modernisation. Donc ce qui a changé, on peut dire que c'est le tout qui a changé. C'est le tout qui a changé, le physique a changé, comme le diraient les informaticiens, le hard work a changé, le software a changé. Et les mentalités sont en train de changer, les comportements sont en train de changer, les procédures sont en train de changer, et pour ne pas dire qu'elles ont changé, déjà ces procédures. Mais nous continuons parce que nous considérons pour notre part que la fonction publique, pour parler ainsi, sinon l'administration publique, les services publics doivent jouer leur rôle, leur contribution, pleinement leur contribution dans la réalisation donc, de l'ambition du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Je vous disais tout à l'heure, off record, que quand un investisseur arrive dans notre pays, quand un étranger arrive dans notre pays, la toute première personne à laquelle cet investisseur ou bien cet étranger a affaire, c'est un fonctionnaire de police. Quand la personne entre en ville, dans le pays, les premières personnes que, cette personne rencontre, ce sont également des fonctionnaires. Si c'est un opérateur économique, quand il va au CPC, il a affaire à des fonctionnaires. Quand il a des formalités à satisfaire à la justice, ce sont des fonctionnaires. Quand il a des formalités à satisfaire aux impôts, ce sont des fonctionnaires. À la CNPS, ce sont des fonctionnaires. Donc, les fonctionnaires sont sur tout le parcours de l'investisseur. Même l'étranger aussi, qui ne vient pas pour faire des affaires, mais qui vient en tourisme, également est pris en charge très souvent par des fonctionnaires. Donc, les fonctionnaires, pour nous, étant à des endroits stratégiques très importants dans le pays, il faudrait que leurs conditions soient améliorées, leur manière de travailler soit améliorée, de sorte à ce que notre administration, de façon générale, et la fonction publique en particulier, joue pleinement son rôle donc, dans la réalisation de l'objectif ou de l'ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, soit perceptible.
Monsieur le ministre, avant d'aborder la seconde question, vous avez parlé tout à l'heure des actions que vous avez menées depuis que vous êtes là. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire en quelques mots? Et en quelques mots, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire en ce sens que il n'est pas normal. C'est notre appréciation, c'est notre propre jugement de valeur. Il n'est pas normal qu'en 2016, les Ivoiriens et les Ivoiriens continuent de quitter les confins de notre pays pour venir juste prendre une information, un petit bout de papier à Abidjan qu'ils ne peuvent pas avoir sur place. Un certificat de nationalité, un casier judiciaire, une information au ministère de la fonction publique, un document à récupérer au ministère de l'économie et des finances, au ministère de l'Intérieur, que sais-je encore. Quelquefois, les fonctionnaires sont obligés de quitter les confins de la Côte d'Ivoire pour venir à Abidjan demander ces informations ou obtenir ces documents. Nous sommes en 2016, à l'heure du numérique, de la dématérialisation, à l'heure où tout peut s'obtenir en temps réel. Donc, nous avons engagé un projet qui est actuellement, c'est vrai, à 15% de son exécution, en tout cas dans le processus de son exécution, que nous appelons le projet e-démarche administrative. C'est un grand portail que nous ouvrons, sur lequel tous les ministères ont une page, pas auront, je ne conjugue pas au futur, je conjugue au présent. Tous les ministères ont une page. Tous les ministères, à travers donc un point focal, renseignent cette page en y mettant toutes les procédures, les documents qui y sont produits, de sorte à ce que, vraiment de façon interactive, l'usager qui a besoin d'un certificat de nationalité n'ait plus à se déplacer depuis Fizalouma. Fizalouma, c'est quelque part à Mankono, n'est plus à se déplacer depuis Fizalouma pour arriver au premier tribunal proche, reste là où il se trouve. Il lui suffira tout simplement d'avoir une connexion Internet, se connecte, demande, face à requête, demande son certificat de nationalité, et qu'à partir de cette demande, un juge lui délivre, après avoir bien sûr instruit son dossier, lui délivre en ligne ce certificat de nationalité, parce que, soit dit au passage, la signature électronique désormais a valeur juridique dans notre pays, puisque une loi a été prise en ce sens. Donc voilà vers quoi nous partons. Nous partons donc vraiment vers la plus grande facilitation donc, de la vie à nos concitoyens, vers la modernisation donc, de toutes nos procédures, de sorte à ce que vraiment la Côte d'Ivoire soit au rendez-vous de l'émergence. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, en plus de toutes les actions que vous avez énumérées, vous avez entrepris de démanteler, entre guillemets, le cas des fonctionnaires fictifs? Est-ce qu'aujourd'hui, à quel niveau on est? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres et combien de fonctionnaires fictifs ont été extirpés de vos fichiers? En son temps, nous avons indiqué que nous avions un peu plus de 2000 fonctionnaires qui n'étaient pas des fonctionnaires dignes de ce nom. C'est-à-dire des personnes qui sont entrées à la fonction publique par l'une ou l'autre des deux voies prescrites par l'article 33 du statut général de la fonction publique, à savoir, premièrement, la voie du concours, deuxièmement, la voie de la nomination à titre exceptionnel par le président de la République.
c'était un peu plus de 2000. Ces personnes ont utilisé 1001 subterfuges pour arriver donc à s'infiltrer dans nos fichiers. Mais toutes ces personnes ont été débusquées, leurs complices aussi. À la date d'aujourd'hui, ces personnes ne font plus partie de nos fichiers. Ensuite, nous avons 1637 personnes environ, 1637 personnes environ, de vrais fonctionnaires qui ont des numéros matricules, mais à la date d'aujourd'hui qui sont dans une situation qu'on peut qualifier, pour aller rapidement, pour aller vite, on peut qualifier d'irrégulière. C'est-à-dire des personnes qui ont été recrutées pour être à des emplois précis, malheureusement qui ne sont plus à ces emplois précis. Parmi ces personnes, vous en trouvez certaines qui occupent des fonctions qu'on connaît, donc qui ne sont pas des spectres, hein. Elles sont des personnes faites de chair et d'os qui sont là et qui sont à des postes. Voilà, il y a quelques ministres qui sont dans cette situation. Il y a 4 ministres, en tout cas du gouvernement qui vient d'être dissous, qui sont dans cette situation. C'est-à-dire qui sont des fonctionnaires qui ont été recrutés pour la plupart d'entre eux comme enseignants, mais qui depuis un certain nombre d'années n'enseignaient plus. Pour mille et une raisons, hein, des raisons politiques et autres, mais aujourd'hui qui occupent des fonctions, de hautes fonctions au niveau de l'État. Bien, il y en a d'autres qui sont en prison, et puis le reste, ce sont des personnes dont on ne sait absolument rien de la situation dans laquelle elle se trouve. 1637 personnes environ, depuis au minimum 2 ans, qui ne répondent plus à aucun appel. Donc on peut dire que ce sont des personnes qui sont en abandon de poste. Pour ces personnes, nous avons introduit déjà une communication en conseil qui va être examinée par le prochain gouvernement, afin qu'une solution soit trouvée pour ces personnes. En dernier lieu, nous avons actuellement 200, enfin ça, les 1637, j'ai bien dit que ce sont des personnes qui sont en situation irrégulière. Ce n'est pas les fonctionnaires fictifs. Les 2000 en question. Voilà. Non, il y a 2000 fictifs, mais qui sont sortis des fichiers. Voilà, beaucoup d'ailleurs parmi eux, pour ne pas dire la grande majorité, parmi ces personnes n'a pas eu de salaire. Depuis qu'ils ont été intégrés à la fonction publique. Donc tout cela de toute façon ne sont plus dans le fichier. En dehors de cela, il y a 1637 à la date d'aujourd'hui. Et j'ai dit que parmi ces 1637, vous avez d'anciens ministres, en tout cas des ministres du gouvernement qui viennent d'être dissous. Bon, ce sont des fonctionnaires qui ont des matricules, qui sont entrés régulièrement par voie de concours, par voie de nomination à titre exceptionnel, mais qui se sont retrouvés à un moment ou à un autre dans une situation bien, assez délicate pour ne plus être à leur poste. Bien. Mais ces personnes ne touchent pas leur salaire de fonctionnaire. Donc nous avons introduit, je le disais tout à l'heure, une communication en conseil pour traiter définitivement le cas de ces personnes. Et puis à côté, vous avez 295 personnes. 295 personnes qui se trouvent dans une situation délicate, pas irrégulière, mais délicate. Bien, en ce sens que ce sont des fonctionnaires qui sont en activité, mais malheureusement qui n'ont pas de poste d'affectation. Pourquoi? Parce que sur un stock de 531 personnes qui existaient, nous avons procédé à leur redéploiement en intégralité
Et il se trouve qu'à la date d'aujourd'hui, il reste 295 dont on n'a pas un retour de leur prise de service effective. C'est-à-dire, on a envoyé 531 personnes. Ce sont d'anciens DG, d'anciens directeurs, d'anciens sous-directeurs, d'anciens responsables, de gens qui ont occupé, que ce soit au ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation nationale ou dans d'autres ministères, des postes de responsabilité, des postes d'encadrement. Ils ont été chefs de cabinet, ils ont été DIRCA, et ainsi de suite. Malheureusement, après qu'ils soient partis de ces fonctions qu'ils occupaient, ils sont restés là sans affectation parce que beaucoup parmi eux ne voulaient pas retourner pour les enseignants à la craie, pour les DG ou bien les directeurs à des postes où ils pourraient se retrouver sous le commandement de quelqu'un qu'ils ont vu grandir, voire qu'ils ont encadré. Bon, donc des questions de frustration. Alors donc, ce sont donc ces personnes-là, au nombre de 531 que nous avons déployées, qui étaient là en stock, que nous avons déployées. Mais sur les 531, disais-je, il y a 295 à la date d'aujourd'hui. Nous n'avons pas, donc, dans le SIGFAE, le système intégré de gestion des agents et fonctionnaires de l'État, nous n'avons pas de retour sur leur prise de service effective. Donc ça veut dire que ces 295 personnes restent encore à placer. Sur ces 295, il y en a 28, sur les 295, il y en a 28 dont les administrations d'affectation ont refusé de façon claire de les recevoir. Bien. Donc, toutes ces questions devront être résolues dès la mise en place du prochain gouvernement. Merci, Monsieur le ministre. Alors, 295 personnes non encore redéployées, 1600 en situation irrégulière et 2000 fonctionnaires fictifs sortis des fichiers. C'est ça. Monsieur le ministre, sans rentrer dans les chiffres, quel pourrait être l'impact économique de cette opération? D'abord, l'impact économique pour les 2000 et quelques, nous l'avons indiqué sur la durée. Sur la durée depuis le moment où ces personnes ont été découvertes jusqu'à maintenant, nous l'avons indiqué de tête ce que l'État peut considérer comme ayant permis donc de ne pas dépenser, comme ayant permis de conserver dans ces caisses, c'est un peu plus de 2 milliards, sinon, enfin, un peu plus de 3 milliards, C'est-à-dire, si ces personnes avaient travaillé, si ces personnes, ou du moins si ces personnes avaient été payées, les salaires seulement, sans compter tout ce qui vient en plus de salaire, cela aurait coûté à l'État un peu plus de 3 milliards. Bien. Donc, voilà, c'est une économie de 3 milliards donc, qui est faite ainsi. Bon, ça concerne les 2000 environ. Ça concerne les 2000 environ. Ça ne concerne pas les 1637. Les 1637 ne sont pas payés. C'est clair, c'est net, les 1600 ne sont pas payés depuis le moment où leur absence a été constatée. Bon, mais là aussi, on peut se livrer au même calcul en faisant une simulation pour arriver peut-être au même montant, sensiblement au même montant, 2-3 milliards. L'économie par an, par mois? Non, pas par an, pas par mois. Très bien, monsieur le ministre. Alors, on parle également de plus en plus de visites inopinées pour emmener les fonctionnaires à être à l'heure au travail. Quand on sait que pour la plupart de ces fonctionnaires, ils empruntent le bus et que la situation du transport en commun est en quelque sorte un peu difficile en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez tenu compte de ces aspects pour, dans le cadre de cette opération
des fonctionnaires? Ben écoutez, l'État est un employeur. Les fonctionnaires et agents de l'État sont des salariés. Tout comme les salariés du privé sont des employés des entreprises qui les occupent. Pourquoi est-ce que dans le privé, les salariés seraient-ils à l'heure prévue par le texte, alors qu'ils ont exactement les mêmes contraintes que les fonctionnaires, et ces derniers ne seraient pas à l'heure? C'est une question que nous devons nous poser nous tous. Je dis bien, en entreprise privée, dans le secteur privé, il y a des salariés qui vivent dans les mêmes quartiers, dans les mêmes communes, qui subissent les mêmes contraintes que les fonctionnaires salariés de l'État. Dans un cas, c'est-à-dire dans le premier, concernant les salariés du privé, ils viennent à l'heure, ou en tout cas aux horaires indiqués. Dans l'autre, concernant les fonctionnaires, il faudrait qu'on leur trouve des excuses. À titre personnel, j'ai un problème. Quand on sait à quelle heure on doit aller au travail, on s'organise en fonction. Pour la petite histoire, j'étais en cabinet, j'étais en cabinet d'avocat d'affaires d'abord, ensuite de conseil juridique et fiscal. Je ne vais pas donner le nom de ce cabinet pour ne pas lui faire de publicité indûment. Mais dans ce cabinet, tout le personnel, depuis le standardiste, le coursier, les juristes, les fiscalistes, tout le monde venait, tout le monde était à l'heure, sans pour autant qu'il y ait quelqu'un autour des uns et des autres, pour s'assurer qu'il venait à l'heure. Tout le monde était à l'heure. Et les gens n'habitaient pas un quartier en particulier, ils habitaient tous les quartiers, toutes les communes d'Abidjan. Ce qu'ils continuent d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de raison, à moins qu'on m'en trouve une qui soit plus convaincante que celle que j'ai pour le moment. Ben, il n'y a pas de raison, pour le moment, en tout cas pour moi, il n'y a pas de raison que le salarié du privé, du secteur privé, qui vit à Yopougon, qui vit à Bobo, qui vit à Koumassi, qui vit à Gonzagueville, quelquefois qui vit à Grand Bassam ou bien à Bergenville ou bien qui vit à 13 villes à côté ici, soit à l'heure, et que le fonctionnaire qui vit dans le même quartier, qui est soumis aux mêmes contraintes, ne soit pas à l'heure au travail. Donc il ne faut pas qu'on trouve des excuses, il ne faut pas qu'on se trouve des excuses. Et on est tous des Ivoiriens, on contribue tous au développement de notre pays, aux différents niveaux où nous sommes, dans le privé et dans le public. Il faut qu'on ait tout simplement disons, un sens de responsabilité. Quand l'horaire réglementaire est fixé à 7h30, bon, et qu'on sait qu'on vit à Dabou, on s'organise pour être à l'heure à 7h30, bien à quelques minutes. Alors, de retard. Monsieur le ministre, puisque aucune excuse n'est permise, alors est-ce que des sanctions sont prévues et également dans le cadre de l'intérieur du pays, quelles sont les mesures pour également effectuer ces contrôles inopinés? Non, mais ces contrôles inopinés sont exécutés dans les villes de l'intérieur du pays par les directions régionales, parce que nous disposons de 32 directions régionales actuellement qui font exactement le même travail que nous faisons ici de contrôle. Un compatriote ivoirien m'a envoyé, ou des compatriotes ivoiriens m'ont envoyé des messages pour à la fois nous féliciter, mais aussi pour faire observer que les contrôles auxquels nous procédons à Abidjan ici ne devraient pas être les seuls contrôles à effectuer pour que nous soyons sûrs que nous allons combattre efficacement et réussir à vaincre l'absentéisme. Je leur ai répondu que les contrôles que nous effectuons à Abidjan ici ne sont pas les seuls.
les contrôles, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Au ministère ici, je me fais un agréable plaisir de passer chaque matin, dire bonjour aux collaborateurs du bâtiment principal. Mais l'autre bâtiment aussi fait l'objet donc de la même amabilité à l'égard des collaborateurs. Bon, mais en dehors des deux bâtiments du ministère, c'est toute la ville d'Abidjan qui est essaimée de contrôleurs. Et au-delà de la ville d'Abidjan, ce sont les différentes villes de l'intérieur qui font l'objet de mêmes visites. Mais en outre, j'ai dit à ces personnes qui m'ont fait ces observations par SMS, je leur ai dit que les contrôles physiques auxquels nous procédons actuellement seront appuyés et leur effet amplifié par ce que nous appelons le contrôle biométrique. Parce qu'à terme, nous voulons installer des dispositifs, en commençant par le ministère de la fonction publique, à tout seigneur, tout honneur, en commençant par le ministère de la fonction publique, mais ce sera dans tous les ministères que nous voulons quand même avoir des dispositifs de contrôle de présence biométrique. C'est-à-dire, il y aura des capteurs, étant entendu que nous avons déjà le fichier des fonctionnaires, le fichier, nous savons combien de fonctionnaires, aussi bien du statut général que des statuts particuliers. Il y a le fichier de l'ONI qui comporte donc qui ont été constitués à partir des recensements biométriques. Donc nous allons, comme c'est le gouvernement, nous allons nous rapprocher du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour pouvoir disposer de ce fichier de l'ONI, faire procéder à un croisement et sortir donc un fichier biométrique de tous les fonctionnaires. À partir de quoi, en installant des capteurs un peu partout dans toutes les administrations, en tout cas dans toutes les grandes administrations, dans tous les ministères, on puisse aller plus loin que les contrôles physiques auxquels nous procédons. Au-delà, j'ai dit à ces personnes que le dimanche 10, là, le dimanche qui arrive, le dimanche 10 janvier, ben, il y aura à la télévision des capsules qui vont commencer à être diffusées. Des capsules, ça va être des petits films de 3 minutes, 5 minutes maximum. Bon, vraiment pour mettre le doigt sur les différents fléaux qui minent notre fonction publique, notre administration publique, nos services publics. Ce sont les fléaux de l'absentéisme, bien sûr, de la corruption, de la mauvaise manière de service, l'incivisme en quelque sorte, l'inefficacité. Bon, donc c'est un paquet, c'est un ensemble de choses. Voilà, il ne s'agit pas d'une opération gadget, juste pour essayer de tromper la religion des Ivoiriens avec quelques sorties dans quelques bureaux pour effrayer des gens. Non, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose de beaucoup plus construit. Mesdames, Messieurs, amis internautes, je rappelle que nous recevons pour vous, Monsieur le ministre ivoirien de la fonction publique et de la réforme administrative, Monsieur Ibrahim Cissé Bakongo, avec qui nous parlons notamment de la réforme administrative, de la modernisation de l'administration. Alors, Monsieur le ministre, on reprochait à la Côte d'Ivoire de ne pas respecter le quota requis en termes de budget au niveau de l'UEMOA. Alors, le budget consacré aux fonctionnaires dépasse la norme, dit-on. Quelle est la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Oui, c'était le cas il y a 1 an, 2 ans. C'était le cas il y a 1 an, 2 ans, à savoir qu'il y a 1 an ou 2 ans, nous étions à 43% environ de part de la masse salariale donc, dans le budget de l'État. Or, la norme communautaire de l'UEMOA est de 30%, 32%. Bien. Donc, la stratégie de maîtrise de la masse salariale qui a été élaborée par le gouvernement, avec bien sûr l'appui de tous les partenaires, à commencer donc par le FMI, la Banque mondiale, nous ramène vers la norme, nous ramène à la norme communautaire. Donc à la date d'aujourd'hui, au-delà de tout ce que vous pouvez constater, de tout ce qu'on peut
avoir comme impression, nous sommes en conformité avec la norme communautaire, à savoir que la part des salaires dans les recettes fiscales avoisine les 30%, 32%. Nous sommes à règle. Alors, quels sont les prochains défis donc au niveau du ministère de la fonction publique? Les prochains défis au niveau du ministère de la fonction publique, en tout cas, que nous avions identifié avant la dissolution du gouvernement, et certainement qui seront les défis de ceux et celles qui seront au ministère de la fonction publique, en tout cas du prochain gouvernement, c'est l'approfondissement de la modernisation. Actuellement, nous sommes en pleine numérisation des archives du ministère. Je vous ai parlé de la réforme e-démarche administrative qui va être vraiment pour les fonctionnaires eux-mêmes, mais aussi et surtout pour l'ensemble des usagers, une véritable révolution. Donc voilà les prochaines destinations. On veut qu'à l'horizon 2020, les Ivoiriens soient fiers de la contribution de leur fonction publique à l'émergence de notre pays. Nous voulons vraiment croire que nous allons pouvoir tenir cette place, et il n'y a aucune raison de ne pas le croire. Il suffit de voir dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui les fonctionnaires de Côte d'Ivoire pour en être rassurés. Monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la date de la réouverture des concours pour l'année 2016? Pour l'année 2016, je ne saurais vous dire de façon précise à quel moment les concours vont être rouverts. D'abord parce que le concours, le ministre, lui, il est sollicité, ou du moins il lui est proposé par un directeur de concours. Donc les concours qui doivent être ouverts et à quelle date il préconise. Donc c'est un travail d'équipe. Il faudra donc que le directeur de concours fasse des propositions. Mais dans tous les cas, les instructions que le gouvernement a reçues du président de la République, et donc que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a reçu du président de la République, c'était de faire en sorte de tenir compte de l'ensemble des effectifs de fonctionnaires dans le pays, tout statut confondu, pour ne pas que les efforts qui ont été consentis et les acquis donc engrangés ne soient remis en cause par un recrutement à tour de bras sans faire attention. Donc c'est pour cette raison que nous sommes engagés donc dans ce checking que nous avons fait et que nous continuons de faire du fichier, à savoir de façon précise il y a combien de fonctionnaires, combien ne sont pas encore utilisés et de combien de besoins nous avons actuellement. Enfin, nous voulons couvrir. C'est sur cette base-là que les prochains concours vont être lancés à une date que le directeur de concours va proposer au ministre. Monsieur le ministre, nous sommes presque au terme de notre interview. Oui. Avant de nous quitter définitivement, on vous laisse la possibilité d'adresser un message à l'ensemble des fonctionnaires ivoiriens et également à toute la population de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc, pour terminer, d'abord dire merci à Abidjan.net de nous donner cette occasion, vraiment qui est une occasion exceptionnelle, puisque nous sommes en début d'année, de nous adresser aux internautes ivoiriens, mais au-delà des internautes ivoiriens, à tous les internautes du monde qui nous écoutent, de dire un mot de notre fonction publique, la fonction publique ivoirienne qui a été décriée, qui était considérée comme étant une fonction publique paresseuse, absentéiste, corrompue. Nous sommes en train de faire en sorte que cette fonction publique soit désormais la fierté des Ivoiriens et des Ivoiriens et de l'ensemble des personnes, des populations qui ont affaire à notre fonction publique. Je voudrais
donc aux fonctionnaires eux-mêmes, leur dit que la Côte d'Ivoire compte beaucoup sur eux. La Côte d'Ivoire est bien sûr, le président de la République à sa tête est très fier d'eux et voudrait toujours pouvoir compter sur eux parce que tous les efforts qu'il a consentis, il se rend compte que les retours sont importants, les retours sont encourageants et donc il les encourage à aller encore plus loin, encore plus vite pour être vraiment des agents qui contribuent efficacement donc à la réalisation de son ambition de faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2020. À toutes et à tous, je voudrais donc dire bonne et heureuse année 2016. Merci beaucoup. Malgré son emploi du temps chargé, Monsieur le ministre Ibrahim Cissé Bakongo, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, a accepté de nous recevoir pour parler de la réforme administrative et de la modernisation de l'administration dans son ensemble. Monsieur le ministre, encore une fois, merci de nous avoir reçus. Et quant à nous, amis internautes, mesdames, messieurs, nous nous retrouvons jeudi prochain pour un autre numéro des Directs du Jeudi.